Ça, c'est du début d'émission. Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début. Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info, Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça. des critiques constructives, Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde. de l'amour, Moi, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. de l'innommable. C'est pas un endroit pour les enfants. Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute. Et bonsoir avec ce bon vieux générique qu'on traîne depuis un bon paquet de temps. Ça. Bonsoir. Bonsoir, on est le 20 janvier 2024, et oui, c'est la 110e émission de l'œil carnivore, et ce soir je suis en compagnie de Sam. Salut Sam. Salut Damien. Tu vas bien? Oui, très bien, plaisir de revenir en émission là, ça fait un petit temps. Bah ouais, plaisir de te revoir, il fait froid dehors, t'as bravé, t'as traversé tout Bruxelles Exact. pour arriver. Je suis venu en tone, tu sais les trucs dans Star Wars là, les créatures dans la planète Hoth là. D'accord. Bah oui, parce qu'il fait vraiment froid là pour l'instant. Ouais. Donc bon courage à toi. Alors il Ouais. faut savoir que Corentin et Baudouin ont renoncé à traverser Bruxelles. Bah, voilà. Non, alors Corentin, il avait des histoires perso dont il devait s'occuper, donc Bah, il normal, est tout excusé, c'est normal. Et puis Baudouin, il fait une émission à 23h sur Radio Panique. bah, donc, Sur la suite, et là il avait un live qui tournait, un enregistrement qui allait se faire, etc. En gros il m'a dit je vais pas y arriver, je peux pas tout faire à la fois, donc ça sera pour la prochaine émission okay. qui seront là, mais on vous a quand même préparé une chouette émission ce soir. Nickel. Parce qu'on va vous parler de bande dessinée et de séries animées avec Hilda. Hilda que toi tu as regardé avec tes enfants aussi, Oui, donc on va vous parler d'une très très chouette série, moi je trouve. Voilà. On va vous parler aussi de jeux de société avec Hit. Ouais, ça j'ai hâte. J'ai envie de voir ce que c'est. Voilà. On va vous passer un petit peu de musique et puis on va vous donner aussi une interview de PADG. Padge, ouais. Pierre-Alain de Garrigue. Et c'est un comédien doubleur. Et on a fait cette interview lors du Winter Geek Festival que j'avais fait avec Corentin et Baudouin. Et donc là, c'est une des interviews qu'on a fait. On en a fait d'autres. Je n'ai pas eu le temps de les monter jusqu'ici, mais normalement, on devrait pouvoir vous fournir ça d'ici quelques temps sur la chaîne YouTube. En tout cas, on va les mettre là. Et puis peut-être un petit peu sur les différents réseaux sociaux à droite à gauche. On va voir. mais au moins sur YouTube, vous finirez par les retrouver. L'interview de PADG a été montée, donc après l'émission, je pense qu'une fois que j'aurai rempli toutes les petites métadonnées, ça prend beaucoup de temps. Vous vous rendez pas compte, mais ça prend beaucoup de temps. Je pourrai la publier sur donc le YouTube de l'œil carnivore. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent sur le 105.4 de Radio Panique peuvent aussi venir sur Twitch. Et à ce moment-là, ils peuvent nous voir en direct. On est en vidéo aussi, et aussi bien en audio. Et ils peuvent participer à l'émission en nous posant des questions, en réagissant à ce qu'on dit, etc. Voilà. On continuera avec un film, on parlera film avec Past Lives, qui est un film américain-coréen. Et puis, je crois que voilà, ça sera déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis on parlera de quoi on joue en ce moment, aussi. Voilà, parce qu'on est des gros gamers quand même. Oui, et voilà. Et donc il y a 2-3 trucs qu'on a envie de partager. Voilà. Et je propose de commencer avec Hilda, et on va commencer avec la bande-annonce de Hilda. Voilà. J'adore vivre ici près des grands espaces. On est entouré de mystères où que l'on regarde. Viens, Brindy. Vite, mon carnet à dessin. Ça y est. Il est temps d'y aller. Hilda, on devrait déménager à Trollbourg. S'il te plaît, maman, on a toujours habité ici depuis que je suis née. C'est véritablement le meilleur endroit qui soit. Bonjour. Je parie qu'on n'aurait pas de voisins comme ça à Trollbourg. Il y a des courants d'air ici. Vous devriez vraiment fermer cette porte. Tout ce que je demande, c'est que tu gardes l'esprit ouvert. Tu pourrais trouver la ville plus sympa que tu ne le crois. Ça ne vaut toujours pas les régions sauvages et leurs créatures. Vraiment ? Je m'appelle Hilda, je viens juste d'emménager. On peut être amis ? On est une équipe de scouts, serviables et amis de tous.
a jamais vu tant de choses qu'on ne connaît pas. Telle est la vie d'une aventurière, pas vrai? Et voilà, telle est la vie d'une aventurière. Alors, Hilda, c'est d'abord une bande dessinée du Britannique Luke Pearson, et qui est éditée chez Casterman. Cela change tout ce que nous savons sur les acouphènes. Oui, cela change tout ce qu'on a... Désolé, la pub s'est lancée, j'ai failli couper, mais c'est pas grave. Désolé, c'était la pub qui s'est lancée après la vidéo. Donc, je disais que Hilda raconte l'histoire d'une petite fille qui vit avec sa mère dans une maison isolée, entourée de forêts et de montagnes. C'est une petite fille intrépide, hein, je crois que c'est... Oui, carrément. carrément. Qui... Après les 2 premiers tomes qui se passent au milieu de cette forêt, de ces montagnes, etc., va déménager et va devoir vivre à Trollbourg, qui est la grande ville à côté de... pas loin de chez elle, au bord de mer. Et c'est vraiment un grand changement pour elle. Mais c'est aussi là qu'elle va se faire de nouveaux amis, etc. Donc voilà, c'est... Alors, je précise aussi, parce que surtout ceux qui n'ont pas vu les images, mais qui ont entendu juste l'audio, c'est que le monde d'Hilda, il est habité aussi bien par des humains normaux, tels que nous, que par des créatures fantastiques comme les trolls, les géants, les elfes, les esprits de tout poil. Il y a vraiment de tout style d'esprit. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment comment ça s'appelle, un film, une BD, une série, etc., qui parle du changement, qui parle de la différence et qui parle de comment appréhender l'autre qui est très différent, parce que même un troll ou des choses en genre là, c'est vraiment le principe de base. Il faut savoir que en juillet 2013, Hilda et le géant de minuit, qui est une des BD, a été citée dans la liste des 7 meilleurs livres pour les jeunes lecteurs diffusé par le... Alors, je suis nul parce que c'est en allemand, mais c'est Deutschland Funk. Okay. C'est la radio publique allemande. En novembre de la même année, Hilda et la Parade des oiseaux a été incluse dans la liste des notables Children Books of 2013 pour le New York Times. Okay. Donc, voilà, c'est une reconnaissance mondiale. Et pareil, en France, elle a eu des prix aussi, cette série. Bien mérité, en tout cas. Ouais, bien mérité. Donc, à la base, c'est une bande dessinée, mais elle a été adaptée en série animée et elle est actuellement disponible sur Netflix. Il y a 3 saisons. Je ne sais plus exactement combien d'épisodes, parce que le nombre d'épisodes est variable, mais en gros, il doit y avoir une bonne 20aine d'épisodes au moins. Et un film qui s'appelle Hilda et le roi de la montagne. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne sais pas qu'il y avait un film. Si, il y en a eu un, qui est très chouette d'ailleurs, et qui raconte l'une des BD. Alors, si je vous parle d'Hilda, c'est parce que c'est un vrai plaisir à lire et à regarder. Vraiment, parce que c'est joli, sous un dessin très simple, en fait, c'est vraiment très enlevé et très joli, je trouve, les couleurs, etc. Et même la production de Casterman, alors je voulais les prendre avec moi pour vous les montrer, c'est pas très radiophonique, on est d'accord, mais je les ai oubliés, ils sont là-haut, ma fille, je crois qu'elle les a tous, ou il en manque un, je crois. Okay. Voilà. Et si vous avez des enfants, c'est encore mieux, parce que vous pouvez partager ça avec eux, parce que c'est rare d'œuvres qui sont entre guillemets à destination des enfants et qui fonctionnent aussi bien quand on est adulte. Ouais. Et franchement, ça marche très bien. Vous pouvez les lire. C'est comme des petites des petits chocolats qu'on mangerait comme ça, et c'est très agréable à lire. C'est à peu près dès 6 ans, j'ai envie de dire. Pas parce que ça fait particulièrement peur, mais parce qu'il faut quand même comprendre les enjeux, etc. Donc je dirais c'est dans ces eaux-là. Sachant que ma fille, elle les a lus à ce moment-là, mais elle les relit maintenant, elle les revoit avec un autre regard en fait. Ah, c'est marrant. Donc son regard a évolué dessus et elle l'apprécie d'autant plus maintenant. Excellent. Donc à 10 ans, voilà. Et la production Netflix, franchement, même la VF que vous avez entendue là, elle est très soignée, très propre, ça marche bien. C'est vraiment, alors c'est des histoires qui apprennent à apprécier la différence. C'est vraiment le leitmotiv de Hilda.
Je sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est vraiment généralement c'est quelque chose qui fait peur. C'est un esprit, c'est un troll, un géant, etc. qui fait très peur. Et Hilda, avec son intrépidité dont on parlait, avec sa candeur quelque part, et puis son regard direct sur ce qui l'entoure, bah justement va réussir à transformer la peur, va réussir à transformer le regard des gens. Parce que pas seulement le sien, mais celui des gens autour. Et on va se rendre compte que le chien qui mange le Barghest monstrueux, qui mange les gens, etc., bah, finalement est un gentil toutou qui est juste un petit peu perdu et qui a juste mâchouillé un peu les gens, mais c'est pas grave. Donc c'est une série qui apprend à grandir pour les enfants et qui apprend aux parents à faire confiance en leurs enfants aussi, parce que c'est généralement les enfants qui apportent les clés dans l'histoire. Ah oui. Donc voilà, je trouve par les temps qui courent, où on a quand même des replis xénophobes de nos sociétés, où on a plutôt tendance à se replier sur nous-mêmes, je trouve que Hilda est une bonne manière de voir le monde. Ouais, complètement. Parce que c'est aussi l'histoire d'une petite fille qui passe de la vie de campagne à la grande ville. Et donc du coup elle découvre aussi ça quoi, comment les gens vivent, ce que c'est l'école, des choses dans ce genre là, etc., et que c'est pas si simple et tout, que les autres peuvent être méchants aussi. Non, c'est vraiment chouette. Donc moi je vous propose de partager Hilda, regardez-le, et si vous avez déjà vu Hilda, bah, partagez-le autour de vous. C'est une série qui est plutôt qui fait du bien et qui élève. Ce qui est quand même pas mal au milieu de... Ouais, c'est clair. Complètement. Au milieu de ce qu'on traverse à l'heure actuelle. Alors, faut pas, tout n'est pas noir, on est d'accord. Mais disons que il y a quelques trucs qui se passent à travers le monde où on se dit il devrait y avoir plus d'Hilda. Ouais, c'est ça. Plus d'Hilda. Voilà. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs à partager si... commenter ça si vous regardez sur YouTube, et puis et à dire vous aussi si vous avez aimé Hilda, ou si vous avez aussi des séries comme ça pour les enfants qui peuvent aussi bien fonctionner pour les parents que les enfants, et qui peuvent quelque part élever. Moi je me souviens aussi, il y avait j'ai un trou de mémoire, Steven Universe. Je sais pas si tu as déjà regardé. Non, comment ça s'appelle ? Steven Universe. Ah non, je n'ai pas vu. Eh ben, j'en parlerai la prochaine fois. Mais c'est chouette aussi, Steven Universe. Voilà, c'est pareil, c'est bien barré. Dans un autre style, mais il y a des trucs intéressants en tout cas. Voilà. Et toi, tu es venu nous parler. Alors, pour ceux qui nous regardent sur Twitch ou sur YouTube, je vais vous mettre les images. Tu es venu nous parler d'un jeu de société qui s'appelle Hit, et qui est un jeu de société de course. Ouais, alors, a priori, moi, quand j'ai entendu parler de jeu de course de bagnole, je me suis dit, un jeu de course, c'est pas trop mon kiff. En fait, ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que en fait, c'est un jeu qui vous place dans les courses de Formule 1 des années 60, enfin fin 50, début 60, avec les courses de voitures, les voitures un peu en forme de cigare comme ça. Ouais, un peu à la Fantasio, Speedway Fantasio. C'est ça, le Fangio et tout, c'est un peu... c'est fin époque Fangio plutôt. Et le concept est assez incroyable. J'ai rarement vu un jeu où la mécanique colle à ce point avec le thème. En gros, on pilote chacun une voiture. Chaque joueur a un plateau de jeu à lui, avec un deck de cartes. On a forcément un circuit en commun, avec chacun une petite voiture sur le circuit. Bah oui, parce que c'est quand même une course, et il faut qu'on puisse... Le circuit est divisé en cases. Et le premier tour des joueurs, ils le font en même temps, et ils ont sur le côté droit de leur plateau de jeu les vitesses, et ça va de 1 à 4. Et ils ont un levier de vitesse qui est un pion en fait, qu'on déplace de 1 à 4, et au premier tour ils doivent dire à quelle vitesse ils vont rouler, et la vitesse va déterminer le nombre de cartes qu'ils vont jouer à leur tour. Donc si tu démarres en vitesse 1, tu pourras jouer qu'une carte. Et ainsi de suite jusqu'à la vitesse 4.
Par tour, tu ne peux switcher que de une vitesse. Sauf si et c'est là qu'on va attaquer le nœud du jeu et de la dynamique, sauf si tu dépenses une carte hit qui va te permettre de sauter une vitesse et de passer de 1 à 3 ou de 2 à 4, pas plus que ça. Ou alors ou de 4 à 2 aussi, parce que des fois, à mon avis, pour un virage... de 4 à 2 ou de 2 à 1, quoi. D'accord. Et donc dans ton plateau de jeu, tu as un deck entre 15 et 20 cartes, il me semble. Dans ces cartes, tu as ce qu'on appelle des cartes de base, qui sont des cartes avec la vitesse à laquelle tu vas rouler, qui vont de 1 à 4. Et puis ensuite, tu as ce qu'on appelle des cartes d'amélioration. Et ces cartes-là, enfin des cartes un peu spéciales, du style par exemple, tu as la carte stress, qui elle, quand tu la joues, en fait, tu sais pas à quelle vitesse tu vas rouler. Tu vas devoir piocher une carte de ta pioche, et c'est la première carte vitesse de ta pioche que tu vas avoir en main qui va déterminer la vitesse à laquelle tu vas rouler. Et donc ça détermine, c'est un peu le côté aléatoire du circuit ou quoi, qui fait que tu contrôles pas toujours ta vitesse. Et alors là où ça commence à devenir vraiment fun, c'est que quand tu dois prendre un virage, le virage a une vitesse limite. Imaginons, tu as un virage avec vitesse limite de 7. Toi, tu as tes cartes pour faire avancer ta voiture. Tu es imaginons, en vitesse 3, donc ça veut dire que tu vas pouvoir jouer 3 cartes à ce tour-ci, et tu vas mettre 3 cartes sur la table, des cartes vitesse. Tu vas mettre une carte vitesse 1, une carte vitesse 2 et une carte vitesse 4, donc ta vitesse sera à 7. Dans ce cas-là, tu pourras passer ton virage 7 sans problème. Mais si jamais tu dépasses ta vitesse, la vitesse autorisée du virage, ta voiture part en tête à queue, elle repart à l'entrée du virage, tu rétrogrades à une vitesse de 1, et donc du coup, oui, tu perds en vitesse. Tu peux éviter ça en dépensant des cartes hit qui sont en fait stockées, t'en as 6, qui sont sur ta case moteur de ton plateau de jeu. Si tu peux éviter de partir en tête à queue en dépensant la différence de vitesse par rapport au... Voilà. Donc si tu passes en vitesse 9 et que c'était un virage à 7, eh ben, tu dépenses 2 cartes hit pour passer le virage, et après ça passe. Alors au début on se dit ouais, c'est chouette, je peux claquer toutes mes cartes hit comme j'ai envie. Et puis après t'en as plus. Sauf qu'en fait, non seulement t'en as plus, mais en plus ces cartes en fait elles vont venir dans ta défausse, qui après vont arriver dans ta pioche et donc dans ta main. Et comme tu as droit qu'à 7 cartes maximum dans ta main, à un moment tu vas te retrouver avec les cartes hit que tu as dépensées pour faire rouler ta voiture ou lui faire des cabrioles. En fait elles vont se retrouver dans ta main et tu pourras pas les jouer, ces cartes là. Donc elles vont encombrer ta main, et le seul moyen de pouvoir les jouer, c'est de redescendre de vitesse, de passer en vitesse 2 ou 1, et de refroidir ton moteur et de remettre ces cartes là dans le moteur. D'accord. Et voilà, c'est ok. Et tout le concept du jeu en fait est basé sur la prise de risque, où tu vois les virages arriver, tu dis ok, bon, ce virage là je vais essayer de négocier ma vitesse, mais juste après il y a une grande ligne droite, donc faut pas que je descende trop. Voilà quoi. D'accord. Est-ce que tu avais joué à un jeu auquel j'ai beaucoup joué et que j'ai beaucoup aimé? C'était Formule D. Non, j'ai jamais joué, mais il paraît qu'il est inspiré, qu'il y a pas mal de points communs. Par la force des choses, ouais. On fait une course de voiture de Formule 1, il y a obligatoirement l'un ou l'autre. Il n'y a pas de pit stop par contre dans... Oui, peut-être que ça arrivera dans les futures éditions. Mais parce qu'effectivement, Formule D, ce qui était chouette, c'était qu'en fait, alors c'est pareil, alors dans les virages, tu devais t'arrêter un nombre de fois, en fait, et tu jetais un dé en fonction de ta vitesse. Donc tu pouvais jeter un dé 4, un dé 6, un dé 8, un dé 12 et un dé 20. Évidemment, si tu dois faire 2 arrêts et que t'en es acheté un dé 20, bah, t'es dans la bouise, évidemment. Et même chose, tu peux casser le moteur, etc. Formule D est très chouette. Moi, j'ai fait beaucoup de parties, mais je t'avoue que celui-là m'intéresse pas mal, et ça me fait penser à un jeu sur le vélo qui était à peu près le même principe. Flamme Rouge. Oui, Flamme Rouge, je crois, avec des systèmes de cartes pareil. J'ai l'impression qu'on est un espèce de mix en fait entre le Formule D et le Flamme Rouge. Et un truc qui est incroyable aussi dans Hit, c'est que tu peux jouer en mode championnat.
Il y a 4 circuits dans la boîte. Il faut dire que la boîte de base est extrêmement bien fournie. Alors à la base, ils voulaient... C'est Day of Wonder, hein, c'est ça. C'est ça, Day of Wonder, ouais. La boîte de base coûte 60 €. Ouais, ce qui le classe dans des jeux quand même assez cher. Hein. Ouais, mais il faut dire qu'en fait à la base, ils voulaient sortir le jeu et puis sortir une extension après. Et en fait, puis le Covid est arrivé. Et pendant le Covid, les gars se sont dit bon bah écoute, on va réécrire, on va faire la boîte de base plus l'extension qu'on voulait sortir. On va tout mettre dans la même boîte parce qu'il y avait pris du retard sur la publication à cause du Covid. Et en fait, pour 60 €, on a une boîte hyper bien fournie avec un mode campagne où on a 4 circuits. Il y a 6 voitures, donc on peut jouer à 6. Et il y a un système aussi où on peut jouer en solo avec des cartes, un peu comme quand on fait une course de voiture sur un jeu vidéo où tu as des voitures pilotées par l'IA, quoi. Et ils ont un système de cartes qui automatise les déplacements des autres voitures. D'accord, donc on peut jouer tout seul. On peut jouer tout seul, ouais. Et quand on joue en mode campagne, donc on joue sur 4 circuits avec chaque fois minimum 2 tours par circuit. Et il y a un système de points de sponsor qui sont récupérés en prenant des risques dans les virages. En fait, à chaque virage, il y a des photographes qui sont là, donc il y a des petits pions, enfin des espèces de figurines en carton avec des photographes qui sont là. Et si on réussit à doubler, il y a le phénomène d'aspiration. Si tu termines ton tour derrière une voiture ou à côté, tu as le phénomène d'aspiration de la voiture qui est devant toi qui fait qu'en fait tu peux avancer d'encore 2 cases. Et si tu réussis à franchir un virage avec une aspiration, tu gagnes des points de sponsor. Et si tu passes un virage avec une vitesse de 2 supérieure à la limite du virage, tu gagnes des sponsors aussi, des points de sponsor. D'accord. Et avec ces points de sponsor, tu achètes des améliorations pour customiser ta voiture. D'accord, donc tu peux faire un championnat, etc. Mais chouette. Ouais. Et ben j'ai hâte. Conseille. Moi j'aime bien les jeux de course. Il y a un côté très chouette, très direct en fait. Tout le monde comprend et puis hop, on y va. Mais il faut que le système soit un peu nerveux, quoi. Tu vois, que tu ressentes un peu le côté. Le côté stress. Le Formule D arrivait à très bien le faire. Donc Hit aussi. Hit, il faut que tu termines la course sur 3 roues avec le moteur en feu. Tu vois, c'est ça qui est cool, quoi. Ça me rappelle les souvenirs, effectivement. Eh bien, chouette. Voilà. Donc, Hit chez Day of Wonder. Et l'extension, il y a une extension qui va sortir ici au mois de février qui va s'appeler Pluie torrentielle. Ça annonce du. Ah, donc la météo sera, déjà, gérée. Déjà dans le championnat, la météo est gérée. Tu as déjà de la météo. Eh bien, chouette. Donc, c'est Day of Wonder et ça se trouve à 60 et quelques 60 €. Dans toutes les bonnes crèmeries. Ouais, exactement. Allez acheter en magasin si vous pouvez. Si vous n'êtes pas au milieu de nulle part, c'est toujours mieux. C'est ça. Et notamment à Bruxelles, on a Dédale et puis il y en a d'autres. Voilà. Dédale, ça joue. Voilà. Exactement. Eh bien, chouette. Merci. Ça me donne envie. Ouais. Voilà. C'est quand qu'on se fait cette partie? Bah écoute, on va se faire ça. Obligé, juste après. Tu l'as amené, hop. Exactement. Eh bien, chouette. Merci Sam pour cette découverte. Et puis on verra. N'hésitez pas à vous à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez pu tester Hit. Ouais, n'hésitez pas. Et vos souvenirs sur Formule D. Voilà. Et ben, je vous propose une petite pause musicale. Il est 19h23. Alors, justement, on en parlait avec Hilda. Les temps du repli sur soi sont quand même bien présents. C'est pour ça que moi, j'avais envie de revenir aux fondamentaux, si on peut dire, avec Les Berruriers Noirs. Salut à toi. Qui est quand même une chanson digne de ce nom. J'aurais pu choisir Porcherie, mais voilà, j'ai choisi Salut à toi avec cette énergie. Et puis voilà, parce qu'on vient tous de plein de pays différents, plein de choses, et on a tout à gagner à se rencontrer. Carrément. Donc voilà, on se retrouve juste après ça. Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit Indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le Chilien, salut
Salut à toi le petit malien, salut à toi le mohican, salut à toi peuple gitan, salut à toi les éthiopiens, salut à toi le tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choli allemande, salut à toi le vietnamien, salut à toi le cambodgien, salut à toi le japonais, salut à toi le thaïlandais, salut à toi le laotien, salut à toi le coréen, salut à toi le polonais, salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le congolais, salut à toi le sénégalais, salut à toi l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la Haute-Volta, salut à toi le Nigeria, salut à toi le Gaboni, salut à toi le vieux Ch'timi, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatrides, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punk anarchiste, salut à toi Skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le sandiniste, salut à toi le légendiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut le P4 du contingent, salut à toi le Shotokan, salut à toi peuple kanak, salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les petits dragons, salut à toi qui est que bon, salut à toi jeune malgache, salut à toi le peuple bac, salut à toi qui est au violon, salut à toi les Morocco, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le Voyouslav, salut à toi le Salvador, salut à toi le Monogoy, salut à toi le Chinois, salut à toi le Zaïrois, salut à toi l'Espagnol, salut à toi le Ravachol, salut à toi le Hongrois, salut à toi l'Iroquois, salut aussi à tous les Goths, des îles maudites jusqu'à l'Écosse, salut à vous tous les Azous, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut aux filles du Créfior, salut à toi la vache qui rit, salut à Lorraine et Arthur, salut à toi peuple nomade, salut à tous les Kamawats, salut à toutes les vertigoles, salut aussi à You Rider, salut à toi l'handicapé, salut Connect du monde entier. Salut à toi le Romaner, salut à toi ton Hazer, salut à toi qui est à la masse, salut aussi à Fantomas, salut à toi Roger Després, salut à toi l'Endimanché, salut à tous les paysans, salut aussi à Rotenplan. Et voilà, c'était les Berruriers Noirs. Sacrée chanson quand même, toujours d'actualité. On en discutait là pendant que la chanson passait, mais avec notamment en Italie des centaines d'extrême droite qui font le salut nazi et ça passe comme crème. C'est ça. Je sais pas. J'avoue. Donc, en tout cas, moi j'avais envie de dire que ceux qui sont révoltés par ça, ils sont pas tout seuls. Et ça serait bien de faire je sais pas, d'une manière ou d'une autre, sentir le ralliement. Là, il y a une manifestation qui se passe demain, je crois, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça fait pas beaucoup de réactions. Il faudrait créer des anticorps quand même là, ça serait bien. Voilà. Bon, allez, on passe à autre chose. On passe à l'interview de Pierre-Alain de Garrigue, Padge. Interview d'un... Alors, c'est un comédien doubleur, il va vous présenter ce qu'il fait exactement. On l'a fait au Winter Geek Festival à Mons. Non, c'était pas à Mons du tout. C'était je ne sais plus où. Je sais pas pourquoi je dis Mons. On a été très bien reçus par l'organisation. C'était chouette. Cool. On a pu faire l'interview, ça c'était sympa. Et puis on s'est baladé... dans le festival. Alors, c'est un petit festival, c'est sûr, si on le compare à d'autres choses comme la Comic-Con ou la Medinasia ou des choses dans ce genre-là. Mais justement, ça permettait de
d'avoir accès plus facilement aux gens, de faire des interviews. On en a fait toute une série, notamment de créateurs de jeux vidéo, donc on va faire ça. Et alors surtout, il y avait un Chewbacca de Noël, fantastique, c'est-à-dire avec la hotte, le truc de Père Noël, mais aussi puisque un Chewbacca, c'est comme, on dirait presque comment ça s'appelle, un arbre. Donc il y avait des guirlandes, etc. Donc voilà, c'était rigolo, c'était chouette. Et donc on a fait cette interview. Voilà, alors c'est Corentin qui était à l'interview et surtout moi j'ai bien aimé la dernière question, donc on rebondira dessus après. Voilà, en tout cas on vous laisse avec l'interview de Padge. Alors évidemment là j'ai pas le son et je recommence parce que j'ai coupé le son pour éviter, comme tout à l'heure, la pub qui succédait. Allez, cette fois-ci, c'est bon. Donc, bonjour. Bonjour. Qui es-tu ? Bonjour. Eh bien, je ne sais pas trop qui je suis, mais je vais quand même essayer de retrouver. Je m'appelle Pierre-Alain de Garrigue, qui est un nom très long, et on m'appelle PADG, donc Padge, Pierre-Alain de Garrigue. Voilà, je suis presque beaucoup plus connu sous le nom de Padge que de Pierre-Alain de Garrigue. J'ai plein de casquettes, mais je suis comédien de doublage, je suis musicien professionnel. Et je suis producteur, réalisateur et proxénète, mais ça, faut pas le dire tantôt. Et du coup, comment est-ce que tu as commencé dans le proxénétisme ? Comment est-ce que tu as commencé dans le doublage ? C'est bien, ça sera dans le bêtisier. Alors, comment j'ai commencé dans le proxénétisme, pardon. Je racontais ça déjà. En fait, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'étais un musicien professionnel. Je vous la fais courte parce que c'est très très long, mais j'ai remplacé en fait quelqu'un. J'étais musicien vraiment professionnel, batteur. Et donc avec un gros sens rythmique et un plutôt gros sens mélodique. Et j'ai remplacé un jour, il y a une quarantaine d'années, dans une séance de publicité, une voix qui n'arrivait pas à faire un type de publicité, et je l'ai remplacé. Et ça s'est plutôt très 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 bien passé. Et le réalisateur qui s'appelle Jean Becker, qui est assez connu, et qui m'a pris sous son aile et m'a tout de suite fait bosser. Genre le deuxième jour, j'étais la voix de Danone, le troisième jour, la voix de Fido, etc. Je suis devenu un peu monsieur pub. Et donc, depuis tellement d'années, à peu près, presque 40 ans maintenant. Donc voilà, je suis un spécialiste plutôt. Je suis plutôt un spécialiste quand même des parties de la voix enregistrée, plutôt, encore une fois, pub documentaire, pub télé, pub radio, pub documentaire, beaucoup dans le jeu vidéo, puisqu'on est là pour ça aussi. Et voilà, relativement peu de doublage de films, pas mal de dessins animés, mais ma partie la plus marquée, c'est vraiment la pub et les jeux vidéo. Justement, j'ai un petit peu regardé le palmarès de la carrière, et je vois régulièrement qu'il était noté voix additionnelle, sans qu'il y ait vraiment un crédit de tel personnage, tel personnage. C'est quoi une voix additionnelle ? Voix additionnelle, c'est surtout au Guignol. Alors, voix additionnelle, ou dans les jeux, ce sont des personnages qui reviennent avec peu de lignage, mais il y en a beaucoup. Donc ça peut être un petit monstre à droite, ça peut être un personnage qui doit dire « par là, monseigneur », etc. Donc c'est peu de lignes pour dire que c'est un personnage, parce qu'il va avoir 3 ou 4 interventions. Mais par contre, comme il y en a beaucoup, on dit à voix additionnelle parce qu'on a pris un comédien pour faire vraiment beaucoup de voix différentes. Dans un même jeu vidéo, par exemple. Dans un même jeu vidéo, et voilà. Et autrement, les voix additionnelles, comme au Guignol, moi j'ai fait toutes les Guignols depuis le début. Et là, ces voix additionnelles, c'est souvent les voix off, qui sont comme sur les panneaux, qui sont ceux qui font des fausses pubs, etc. Donc ça, on considère que c'est comme des voix additionnelles. Ok. La petite question, là on est au Winter Geek Festival, c'est quoi le petit plus dans la carrière d'un comédien de doublage de venir dans des conventions comme ça et de rencontrer le public ? D'ailleurs, d'abord, ça fait pas si longtemps que ça existe. Je dirais que à part toute l'équipe de Dragon Ball Z qui a été les premiers à faire des conventions, mais en fait, à part Japan Expo, peut-être le TGS il y a quelques années, il y avait comment dirais-je, peu de conventions, de rendez-vous. Au départ, c'était des rendez-vous de fans de manga, de fans d'anime, mais ensuite, avec les réseaux sociaux, avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée des échanges, encore une fois, la mise en lumière de
de nos métiers, on est de plus en plus connus, donc de plus en plus invités à rencontrer les gens. Et puis alors le plus, c'est d'abord parce que ça se passe très très bien ici au Winter Geek Fest. Bon, d'abord c'est un peu famille parce qu'on connaît très bien les organisateurs. Et c'est surtout qu'on est à la rencontre, c'est plus facile d'être à ce moment-là à la rencontre des fans qui font un peu, je dirais, on fait le lien entre plusieurs univers. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me connaissent dans Monsieur Propre ou TF1 ou la voix de Tic Tac ou la voix des Trésors de Kellogg's. Puis il y en a d'autres qui viennent pour League of Legends, d'autres qui viennent pour la série Noob, d'autres qui viennent pour plein d'autres trucs. Donc en fait, on est un peu à la confluence des choses qu'on fait, et donc plus il y a de conventions, plus il y a de gens qui nous connaissent, plus on fait partie aussi ensuite de projets sur YouTube. Moi je fais beaucoup de feats, de collaborations avec des gros youtubeurs, donc en fait voilà, et comme tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde regarde beaucoup plus YouTube que Arte, oui. Et donc tu commences à avoir un bagage de notoriété qui fait que les organisateurs peuvent t'annoncer en disant il y a Adeline, il y a Dorothée ou il y a Page qui viennent. Et donc ça fait que les gens vont venir. Donc plus on a de lieux différents où on officie, je dirais, et les gens viennent soit, moi par exemple, ils viennent beaucoup, si je viens de faire un livre de développement personnel, bon, il y a beaucoup de gens qui suivent ça sur Insta ou TikTok, donc ils viennent que pour ça. D'autres vont venir que pour la folie des jeux vidéo, ou d'autres vont venir pour le proxénétisme, comme on disait tout à l'heure. Alors la petite dernière question un peu plus sérieuse, ouais. Mais on parlait de comment les choses évoluent, le rapport des comédiens de doublage, etc. Une des choses qui évolue énormément, c'est l'IA. Et on voit de plus en plus apparaître des IA qui permettent de traduire et du coup de doubler une voix de façon assez bluffante. Quel est le rapport, alors peut-être personnellement, mais peut-être de manière générale, des comédiens de doublage par rapport à l'arrivée de ces choses-là? Bon, de toute façon, ça c'est un débat qui, si on commence à en discuter, on va finir à peu près en mai 2027. Donc il y a tout le monde a son avis là-dessus. Moi, je ne suis pas dans le camp des gens qui ont peur à 100%. On dit peur à 100% parce que moi, ma vie, elle n'est pas autour de la peur. Je me dis pas, j'ai peur de ça. Par contre, je regarde les choses et je me pose des questions. Donc ça veut dire que la problématique de l'IA, c'est que tu ne peux pas l'empêcher. C'est ça la problématique. C'est-à-dire que c'est comme si tu disais je n'aime que les machines, que les locomotives à charbon, donc je ne veux pas de locomotive électrique. C'est un peu ça, ce niveau-là. Donc ça veut dire que le progrès avançant, tu es obligé d'en faire partie. Après, crier au loup, c'est pas crier trop fort, mais faire attention, être vigilant. Je pense que la problématique, j'essaie de trouver des côtés positifs à ça. Le truc, c'est que peut-être, oui, l'IA va remplacer la voix qui va te dire que tes œufs sont pour ton frigo, qui va te dire c'est scanné, tu as scanné tes œufs, et puis voilà, tu as dépassé la limite, donc ça va te parler comme ça. Mais moi qui travaille beaucoup dans la pub, par exemple, j'ai beaucoup discuté avec des marques qui, de toute façon, disent mais jamais on les utilisera. Pourquoi ? Parce que quelque part, si tu es Kenzo, si tu es Evian, si tu es, pour citer des marques, tu ne vas pas payer soit un ingénieur du son, enfin quelqu'un qui va te dénicher ta voix à toi avec une machine, donc ce qui va coûter de l'argent, parce que tu vas payer le mec pour le faire, alors que ça serait la même chose que tu aies ce que tu as avec quelque chose d'humain ou d'humanité. Et quand c'est ta marque, tu prends pas ce risque-là. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Moi, je compare ça souvent à... moi, j'y connais pas grand-chose en vin, où je suis invité chez toi, par exemple, ou chez vous, et je vous trouve sympa, donc je vais venir et je vais acheter une bouteille de vin. Mais je ne sais pas quel est le vin. Mais si j'arrive au vendeur de vin et que j'ai le même vin, mais je ne sais pas du tout la différence entre deux, sauf qu'il y en a une qui a 2 euros et l'autre qui a 7 euros ou 8 euros, je vais prendre celle à 8 euros parce que je vais chez toi. Je me dis, waouh, 2 euros, ça ne me plaît pas trop. Donc, quelque part, oui, il va y avoir un aspect économique. Les gens vont faire des économies. Après, peut-être qu'Adeline en parlera mieux sur le doublage parce que ça va être problématique sur certains trucs. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Moi, ce que j'essaye c'est d'être positif par rapport à ça et d'être vigilant, mais ne pas non plus baser tout sur la peur. Après, j'ai plus peur de ce que peut faire peut-être l'IA sur des problématiques mathématiques ou de bombes, je n'ai pas peur de ça, mais je veux dire des problématiques scientifiques. Donc c'est que ça peut aller. Après, pour les comédiens, écoute, on s'adaptera. Mais il faut être vigilant, ça c'est sûr, il faut être très très vigilant. Je l'ai dit, si quelqu'un veut utiliser ma voix, ma propre voix en disant...
j'utilise la voix. Allez-y, parce que là, je gagnerai beaucoup d'argent. Super. Merci beaucoup. De rien. Et n'oubliez pas, proxénétisme, 3615. Non, je déconne. Et t'as peut-être pas le droit de le dire. Bonne suite de. Oh, on est radio libre et tout. Ah ouais, vous êtes ce qu'on veut. Vous êtes un œil, vous êtes carnivore. Voilà. Super. Et voilà, donc c'était l'interview de Pierre-Alain de Garrigue. Padge. C'est intéressant de voir un peu l'envers du décor. C'est intéressant notamment sa réaction par rapport à l'IA. Alors, malheureusement, Baudouin n'est pas avec nous, mais il a fait, lui, un test de prendre sa voix et puis de la faire doubler par une IA avec sa propre voix en anglais, en espagnol, en allemand et en japonais. Alors, le japonais, je ne pouvais pas juger, mais c'est assez bluffant pour l'anglais. En tout cas, on arrive à quelque chose de vraiment bluffant. Et il l'a fait juste en audio ou vidéo aussi? Alors, il fait vidéo aussi. Ouais. Donc, tu as vraiment l'impression qu'il parle. Donc, il adapte le mouvement des lèvres. Ouais, voilà. Ça. Ouais. Et c'est assez bluffant. Alors, c'est pas en direct. Mais bon, ça va se faire très vite. Et c'est vraiment Baudouin qui parle en anglais ou en espagnol. Ça marche assez bien. Donc effectivement, pour le doublage, au final, avoir l'acteur et les intentions de l'acteur, mais dans la nouvelle langue, ça peut marcher avec quand même une énorme limite. Pour qui a fait du doublage et surtout du sous-titrage, il suffit pas juste de traduire. En fait, il faut adapter. D'ailleurs, le français est beaucoup plus long que l'anglais, etc. Ouais. Et donc, c'est pas si simple, en fait, d'adapter d'une langue à l'autre. Ouais. Ça peut marcher, on va dire, pour, je sais pas moi, un YouTuber ou quelqu'un qui va faire un contenu qui, finalement, c'est plus le fond qui est intéressant. Mais pour les films, typiquement, on est aussi dans la forme. Et là... je pense qu'il va falloir quand même encore un peu de temps pour que l'IA soit capable d'adapter. Mais à chaque fois, on dit il faut du temps, puis les choses se font très vite. Donc, en tout cas, le doublage automatique, là, maintenant, ça marche super bien. D'ailleurs, sur Twitch, c'est activable. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, promis, pour ceux qui veulent nous suivre en étant malentendants. Tiens, j'ai un écran qui s'est éteint. C'est pas pratique. Mais voilà, en tout cas, je sais plus ce que je disais. On parlait du doublage et du fait que sur Twitch, on peut avoir le... Voilà, c'est ça. Et surtout au niveau de l'IA, c'est vrai que ça avance très vite. Il y a plein de boulots qui vont sans doute disparaître dû à l'IA, mais en même temps, il y a plein de choses qui vont être facilitées aussi. Moi, j'ai lu... les résultats d'une étude de McKinsey, c'est apparu dans un truc style le Vif Express ou quelque chose comme ça, qui disait que en fait d'ici 2048, en fait on aurait 80% des emplois verraient 50% de leurs tâches automatisées par des IA. Donc ça rassure un peu, ça remet un peu en perspective le côté on va perdre plein d'emplois. Je sais pas si on va perdre plein d'emplois, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup d'emplois où une partie des tâches seront en tout cas pris en charge par des IA, quoi. Il y a plein de choses, ne serait-ce... moi, je regarde ma compagne qui écrit plein d'emails à plein de gens différents, dans plein de langues différentes. En fait, l'IA lui permet d'être sûr qu'elle n'écrit pas n'importe quoi, lui permet de faire des variabilités même dans les fins d'email, les salutations, etc. Tout ça, pour pas que ça soit toujours redondant, etc. Donc ça lui permet de gagner du temps sur de la formulation qui est somme toute, qui est pas elle fait pas de l'intelligence, donc mais elle s'adresse à des politiques, des gens importants, etc. Donc elle doit quand même bien vérifier tout, et donc ça lui fait gagner beaucoup de temps de ce point de vue là en fait. Mais en gros elle écrit et elle demande de vérifier, mais ça lui fait gagner du temps, c'est pas mal de ce point de vue là, voilà. Et dans sa boîte, ça y est, il l'utilise complètement. C'est complètement intégré à tout. Moi, je regarde là où je travaille, ça commence à être intégré plus au niveau de la créativité, en fait. De manière assez étonnante, c'est là où c'est le plus ancré. Et aussi pour le traitement de l'image et du son,
Pour le son, par exemple, là, c'est super utilisé parce que ça permet, par exemple, de garder la voix et d'enlever, par exemple, la musique qui se trouve derrière. Ok, tous les bruits de fond. Tous les bruits de fond. Et parfois, c'est très utile. Par exemple, mettons que tu dois faire une bande-annonce d'un film, tu as souvent de la musique derrière. Là, ça permet de garder juste la voix, d'enlever la musique qui se trouve derrière et de pouvoir mettre ta propre musique pour faire la bande-annonce. Donc, tu vois, ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais et jusqu'il y a pas très longtemps, la voix restait un peu métallique, etc. Maintenant, franchement, on voit plus la différence. Excellent. Donc voilà. Et même, il y a des... Un de ces quatre, on pourra faire une émission là-dessus. Il y a des comment ça s'appelle, des IA maintenant qui arrivent à différencier la voix, mais les différents instruments. Et donc, on peut retrouver la piste de la rythmique, etc. Alors, c'est pas parfait, mais franchement, ça commence à être bien balèze. J'ai vu que Samsung allait sortir dans une version de son Samsung, du prochain S24, boosté à l'IA, c'est le Samsung S24 IA ou un truc comme ça. Et en fait, tu auras de la traduction en live de ton interlocuteur, quoi. Donc si un gars t'appelle en espagnol, et ben sa voix sera traduite dans la langue que tu veux. Ça va aller très vite. Si les enregistrements, il sera capable d'enregistrer une conversation entre plusieurs personnes et puis les restituer en te disant telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, telle personne a dit ça, en faisant un dialogue. Alors attention, parce que justement, ma compagne, il y a des réunions où c'est interdit en fait d'enregistrer parce qu'ils ne veulent pas au niveau pour pas que les informations sortent. Donc, et effectivement, là, pour faire ça, tu es obligé de passer par un serveur et c'est génial, tu peux tout écouter. Déjà, justement, c'est le soft power. On voit bien que les Américains l'ont beaucoup utilisé au niveau guerre commerciale, donc. Faut faire attention à ce que vous faites si vos discussions, pareil, lorsque vous partagez des données de votre entreprise, parce que maintenant les IA sont super fortes pour gérer beaucoup d'informations à la fois, je sais pas moi par exemple des CSV, des choses dans ce genre-là, et puis de les trier, etc. C'est vachement balèze pour faire ça. Mais si vous donnez des documents sensibles de votre entreprise, sachez que ça part sur les serveurs et que après d'autres peuvent les utiliser. Donc voilà. C'est pas même si maintenant effectivement il y a des IA qu'on peut embarquer et qu'on peut garder chez soi entre guillemets. Bon, ça sera toute une autre discussion. C'est clair. Et ça sera pas pour ce soir. Alors après moi j'avais envie de vous parler du film Past Lives. Alors c'est un film c'est un film américain. Bon, on pourrait être coréen et américain parce que ça se passe pas mal en Corée. Réalisé par Selling Song et sorti en 2023. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler de Past Lives. C'est un film qui fait un peu de bruit ces derniers temps. Il fait un petit parcours dans les festivals. Il gagne pas grand-chose, mais les gens l'ont remarqué. Ok. C'est un premier film, donc c'est déjà pas mal. Elle signe le scénario et la réalisation. Et ça raconte l'histoire qui est assez sympa, mais je veux vous passer la bande-annonce. Je vais vous passer la bande-annonce, comme ça vous allez voir. Et on se retrouve juste après. Korean. Inyeon. It means providence or fate. Do you believe in that? That's just something Koreans say to seduce someone. What a good story this is. Childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story, I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him. Did he miss you? 혜성! 와, 너다.
Et voilà, donc ça c'est Past Live. Mais je vois que c'est produit par A24. Ouais, c'est produit par A24, effectivement. C'est un gage de qualité. Hein. C'est effectivement la maison de production qu'Alvent en poupe qui a produit Everywhere, Every Else, All at Once, qui a prévu... Enraged aussi. Enraged, la série Enraged. Oui, bah, ils ont produit plein de choses. Hein, plein de choses. Et c'est vrai que là, à l'époque où les majors sont frileuses pour produire de nouvelles choses, de scénarios originaux, d'essais, etc. A24, bah justement, ils jouent la carte inverse. Ouais. Et avec brio, puisque, je vais dire, au mieux, c'est un chouette film à voir. Et puis, parfois, au moins bien, plutôt, c'est un chouette film à voir. Et parfois, c'est des petits chefs-d'œuvre. Donc voilà. Alors, Past Live, en gros, ça raconte, ça se passe en Corée du Sud. Et à 12 ans, il y a 2 enfants, un garçon et une fille, qui se retrouvent liés. En gros, tu sens qu'il se passe quelque chose. Il y a un début d'histoire entre les deux. Elle veut être prix Nobel de littérature. Et puis lui est là lorsqu'elle est triste, en gros. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Et ils ont un petit béguin, tous les deux. Mais elle, qui s'appelle Nora, doit partir avec ses parents pour émigrer au Canada. Et donc... ils perdent contact, puisqu'à 12 ans, t'as pas d'autres moyens, et chacun va vivre sa vie. Et à 24 ans, ils arrivent, grâce à la magie d'Internet, donc je crois qu'on est en 2012, à se retrouver. Et ils arrivent à renouer contact. Tu sens qu'il y a quelque chose entre les deux. Ok. Parce que en fait, chacun... ça s'est terminé trop vite, il y a quelque chose d'arraché, donc voilà. Mais malheureusement, leur vie est encore très différente. Ils ont chacun leur propre comment dire, leurs propres espérances, leurs propres choses. Ils sont en train de se faire, ils sont étudiants. Lui est ingénieur, il doit aller en Chine pour apprendre le chinois, etc. Puis pour continuer sa carrière. Et puis elle est à New York, elle essaye de devenir écrivain. Et puis 12 ans plus tard, donc là ils se perdent de vue de nouveau, je vous spoil pas, hein, mais voilà. Et 12 ans plus tard, lui décide de venir à New York pour venir la voir, quoi. Et donc pour la première fois ils se retrouvent pour de vrai 24 ans plus tard. À 36 ans. Okay. C'est une jolie histoire. Alors pour certains, alors j'allais dire on a tous, non pas forcément, mais pour certains ça fait écho à des choses qu'on a pu vivre, parce que on a pu être enfant déplacé comme ça et puis perdre de vue soit des copains, soit des copines, etc. Donc, et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qui s'est passé, comment, pourquoi. Et donc, il y a un petit écho qui peut facilement se faire, évidemment. Hein, ça parle assez rapidement. Et surtout, c'est très bien filmé. Là, vraiment, c'est extrêmement bien filmé, avec plein de bonnes idées de réalisation. Donc, franchement, rien que pour ça, vous pouvez aller le voir. Je trouve que la caméra accompagne parfaitement les comédiens dans leur sentiment. Ça marche vraiment bien. Ce qui est intéressant, c'est que généralement, ça raconte ce qui se passe après la fin du plan, qu'on a l'habitude de voir dans les films romantiques, etc. Tu vois, ça va jusqu'au bout du truc. Mais, alors, là, c'est mon mais. Ça manque un peu de folie. Et sans doute de transgression. Alors c'est peut-être parce que c'est coréen et qu'ils sont assez rigides sur certains trucs, etc. Après, mais je trouve que le film coréen niveau transgression, t'as quand même les transgressions sociales coréennes, pas tant que ça. Oui, ça peut être, il y a des films de monstres, il y a des machins, il y a des trucs, mais tu vois, et tout, c'est vrai que c'est peut-être c'est pas forcément. Et je trouve quelque part que les protagonistes au final sont un peu trop sages. Ok. C'est une histoire, c'est malheureusement. Alors, c'est pour ça aussi peut-être qu'elle peut faire écho, mais c'est une histoire qui est très bien racontée, mais somme toute un peu banale. Ok, d'accord. Et on aurait aimé avoir un petit peu de drama. De drama ou de folie ou de, je sais pas. Un peu moins lisse, quoi. Voilà, Kaurismäki ou Kusturica auraient rencontré complètement autre chose. Tu vois, de la même histoire, ils auraient fait autre chose, quoi. Et là, je trouve que c'est très très bien réalisé. Mais voilà, je regrette. Je regrette ça. Mais bon, ça reste un premier film. Et chapeau,
parce que la réalisation tient vraiment la route et que dans un premier film déjà si son scénario tient la route c'est pas mal. Donc voilà, faut peut-être pas trop en demander non plus. Voilà, donc Marocco c'est allez-y si vous allez souvent au cinéma. Parce que là vous passerez un bon moment, c'est chouette à aller voir, etc. Maintenant si vous voyez un film par mois ou un film tous les ans ou etc., bon il y a d'autres films qui sont à l'heure actuelle à l'affiche qu'il faut aller voir, notamment à mon avis Poor Thing, je sais pas si tu vois Pauvre créature, okay. J'ai plus le nom du réalisateur en tête donc je peux pas le sortir, mais allez voir plutôt Poor Thing, qui est Pauvre créature en français, qui à mon avis au niveau cinéma est beaucoup plus intéressant que Past Life. Voilà, qui est actuellement, je parle de Poor Thing parce qu'il est en même temps à l'affiche et vous pouvez aller le voir. Ou Anatomie d'une chute d'ailleurs aussi, qui ressort un peu partout parce qu'il récupère des prix. Là il est en train de faire la tournée aux États-Unis et il chope des prix de fou derrière, donc aux grandes dames du gouvernement français d'ailleurs. Ça c'est une autre histoire. Voilà. Donc je parlais de Past Life, un film de Céline Song. Premier film, et c'est déjà un bel essai pour le. Je suis curieux de voir la suite. Voilà. Et il nous reste 4 minutes. Ça va être chaud. Il nous reste 4 minutes d'antenne sur Radio Panique. On avait envie de faire la séquence d'après. À quoi tu joues, hein. Alors, on va la faire très très vite. Peut-être qu'on débordera après pour ceux qui nous suivent en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Twitch, commentez ce qu'on dit et posez des questions. Bon, évidemment, on est dans une heure qui n'est pas vraiment l'heure géniale pour Twitch, mais bon, c'est pas grave. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à donner votre avis sur ces films. Alors, à quoi tu joues, toi, pour l'instant ? On va juste le faire rapidement. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, le blockbuster fantastique qui est arrivé, mais pas si attendu que ça en fait au départ. Cet été, un record de vente. C'est un studio belge qui le produit. L'Ariane Studio. Studio Gantois. Ce jeu est incroyable. Bon, il y a plusieurs raisons, mais ce qui est incroyable, c'est la profondeur des dialogues, le développement des personnages, notamment des followers. Donc des NPC, des personnages non joueurs, les PNJ qui vous suivent dans le jeu, là où dans d'autres jeux comme je sais pas, dans The Witcher par exemple, on a des chouettes PNJ, mais dans Baldur's Gate on nous prend vraiment à revers sur plein de choses. C'est assez incroyable à des moments où on ne l'attend pas du tout. Et qu'est-ce qui est... Parce que moi, ce que j'en ai entendu aussi, c'est que... Parce que moi, j'y ai pas joué. Alors, pour moi, c'est un gros piège, Baldur's Gate 3. Je sais que si j'ouvre la porte, je risque de tomber dedans. Et c'est le problème, c'est que j'ai pas assez de temps de jeu pour faire ça. Peut-être en stream, on ne sait jamais, tiens d'ailleurs. Ce serait peut-être la bonne excuse. Mais qu'est-ce qui fait que, on va dire, du jeu habituel, parce que c'est une sorte de jeu à l'isométrique, jeu de rôle assez touffu quand même, avec les règles de Donjons et Dragons, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu aussi mainstream quelque part ? C'est quoi ? C'est la qualité de réalisation ? Ah ouais, il y a la qualité de réalisation. Donc par exemple, le nombre d'heures en cinématique, on est à, j'ai envie de dire, des milliers d'heures. Je sais pas à combien d'heures on est en cinématique, mais c'est assez incroyable. Et les cinématiques, la manière dont c'est filmé, entre guillemets, c'est assez incroyable. On est absorbé par le dialogue à chaque cinématique. On n'a pas envie de les passer. Concrètement, à la plupart des autres jeux, on est là. C'est quoi ce truc ? Et les dialogues sont pas en caméra fixe. Enfin, en plan fixe, pardon. Par rapport à Starfield, ce qu'ils ont fait là. J'ai pas joué. Mais t'as des émotions que tu lis dans le visage. T'as des thèmes aussi qui sont abordés, qui sont dingues, notamment l'immigration à certains moments. Vraiment. Vraiment, c'est un jeu monde et c'est vraiment chouette. Eh ben ok, ceux qui n'ont pas passé le pas, n'hésitez pas. Si vous avez un PC, ça demande un gros PC ou pas ? Ouais, quand même, il faut un truc qui tient un peu la route. Et surtout si vous êtes, si vous aimez le jeu de rôle, vous allez retrouver franchement une impression de jeu de rôle sur table. En y jouant avec une belle narration derrière et une voix off magnifique qui vous fait le maître de jeu.
D'accord. Voilà. Eh ben chouette. Bah merci. Et on va toi, quitter l'antenne de on a Radio plus le temps de- Panique. on a plus le Bah temps oui, de on faire a cette plus le jour. temps. Moi, je joue à War Tales, mais on en parlera une autre fois. C'est pas grave. Bah merci on va quitter plaisir. l'antenne de Radio Panique. Merci aux auditeurs Merci qui à nous toi, ont Damien. suivis. Et puis on va continuer sur Twitch. Donc si vous voulez continuer à nous entendre parler de jeux vidéo, et puis on va vous parler aussi de film qui potentiellement est un nanar. J'ai vu la bande-annonce tout à l'heure. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitch. Vous cherchez Œil Carnivore et voilà. Allez. Et donc là, on n'est plus sur l'antenne de Radio Panique, on est entre nous. Ça y est, on peut dire des gros mots. Non mais c'est vrai, on peut le faire aussi sur Radio Panique. Voilà, on est entre nous. Alors je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours un écran qui devient noir et j'arrive pas à le réveiller et il faudrait que je bouge l'autre. Le dormeur doit se réveiller. Voilà, le dormeur va se réveiller. Alors j'en profite avec ce petit passage entre la partie radio et la partie podcast pour dire que on s'est un peu équipé au niveau matériel. Alors là, j'ai maintenant un réflexe pour faire les vidéos. Et surtout, on va avoir un peu de lumière pour faire des trucs un peu sympas. Et j'aimerais bien prochainement faire des interviews. J'aimerais bien, alors comme j'ai pu le faire d'ailleurs avec Gauthier Van Merbeek sur Tintin, et peut-être aussi aller voir quelques professeurs d'université ou des choses dans le genre là qui travaillent sur des sujets connexes. Ah ouais. Ce qui nous intéresse, ça pourrait être sympa de faire des choses un peu travaillées à ce niveau-là. Si jamais tu as des idées, je suis preneur sur plein de sujets. Ça peut être des sujets scientifiques, ça peut être des sujets de littérature, ça peut être social, ou etc. Mais voilà, donc là, normalement, je devrais m'équiper bientôt de... Ouais, il veut rien savoir. Cet écran, c'est pas... Alors le problème, c'est que c'est celui qui me permet de vérifier Twitch. Donc c'est un peu gênant, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et moi, à quoi je joue ? On va continuer la discussion. Moi, je joue à War Tales. Alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble War Tales. J'avais mis même une vidéo pour Baldur's Gate, mais je pense que Baldur's Gate, tout le monde a un peu vu le truc. En tout cas, ceux qui nous suivent sur Twitch ou sur YouTube, je pense que pas mal de gens ont un peu vu. Alors, War Tales, peut-être moins, en fait. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Non, pas du tout. Alors, je vais mettre un petit peu le son, mais... My parents would tell me stories of a land where every belly is full, every person is clothed, where peasants can become lords, a beacon of hope, culture and art. Poets parade through the streets, reciting the latest ballads. Merchants crowd the marketplace in search of their next bargain. The majestic Gothenburg. But the city is a play. Alors là, ça c'est l'extension, la première extension qui était gratuite et qu'ils ont fournie avec le jeu. Alors en gros, War Tales c'est quoi ? C'est on crée une bande d'aventuriers et alors généralement, je crois que c'est avec 3 personnages, on commence avec ça. Et puis on leur choisit un background de départ. Ça peut être des paysans qu'on en a marre de crever la dalle, des soldats qui se sont rebellés contre leur capitaine, des mercenaires qui ont perdu le marchand qui le protégeait, donc qui essayent de trouver une autre... voilà, des choses dans ce genre-là. Ou des amis qui étaient apprentis et qui ont décidé de prendre les routes ensemble. Voilà, des choses dans ce genre-là. Et c'est un super moteur à histoire. On se balade, on rencontre des gens, on prend des décisions. Des fois, ça a des conséquences très, très dramatiques. Il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Et c'est un jeu avec une profondeur... Voilà, c'est un jeu avec une profondeur assez insoupçonnée. Parce qu'au début, on le voit de dessus, on balade nos personnages, c'est assez joli mais assez classique. Et puis on se rend compte que en fait il y a plein de mécanismes qui se superposent les uns aux autres et qui rendent le jeu très surprenant. Par exemple, lorsqu'on va aller dans les temples, ça devient des espèces de donjons qu'on visite avec des énigmes, avec des combats. Alors je veux pas trop spoiler, mais moi au début on m'avait dit qu'il fallait des torches. Donc j'en ai pris. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube parce que c'est un des jeux que je stream.
Et vous pourrez voir mes déboires parce que justement, je découvre au fur et à mesure le jeu. Et alors surtout, c'est si vous voulez, vous pouvez avoir votre nom dans l'histoire, puisqu'à chaque fois que je recrute des compagnons, c'est des gens qui ont fait partie, qui, s'ils veulent, ils peuvent... qui font partie de gens qui... les personnages avec lesquels je joue, c'est des gens qui ont voulu faire partie de l'aventure. Et donc, notamment, il y a Luc. Mais si tu veux, Sam, le prochain, c'est pour toi. Okay. Voilà. Et puis voilà. Et c'est quoi? C'est au tour par tour Alors, ouais, c'est... Alors, tant que tu es sur la carte, on va dire, stratégique, tu bouges et tout se déplace en temps réel autour de toi. Et par contre, effectivement, les combats sont au tour par tour. Ok. Et ils peuvent être bien violents. Le dernier combat que j'ai fait, j'ai cru que j'allais perdre du monde. C'était assez violent. Voilà. Et ça peut vite dégénérer et tourner à la catastrophe. Mais il y a des trucs trop chouettes. Par exemple, on peut capturer des loups et les avoir dans son équipe. Ah oui. Ça, c'est chouette. Ça valait, ça. Mais ouais, t'as des poneys qui te servent à transporter des marchandises parce que tu peux vraiment devenir un marchand, acheter des trucs à un endroit, les revendre à d'autres endroits pour te faire du fric. Ah, sympa. Et pareil, les poneys, tu peux leur donner des noms, des machins. Moi, j'en ai perdu un. Oh mon Dieu, horrible. Je me suis pas rendu compte, on marchait, on portait trop de trucs et ils étaient tous vraiment fatigués. Et je discutais avec le chat, justement. Et j'ai perdu. Alors, il est mort d'épuisement. Il est mort d'épuisement. Donc ça peut arriver. Tu l'as pas appelé Artax au moins? Non. Je l'ai pas appelé Artax. Mais donc voilà, si tu veux, le prochain, tu me donnes le nom de personnage et, puis, et je l'intègre le prochain qui pourra jouer. En tout cas, c'est un jeu qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au départ et qui est assez sympa. Alors c'est fait par des Français. Basé à Bordeaux et je pense que une fois que j'aurai commencé à bien naviguer dans le jeu, je vais aller toquer à leur porte pour faire une petite interview. Ah ouais. Ça pourrait être bien sympa. Je pense qu'ils seront pas contre. Alors justement, j'aimais bien, j'ai relevé sur comment on appelle ça, sur Wikipédia, il y a un petit bandeau sur lequel ils reprennent ce qu'ont dit les développeurs du jeu. Alors, ils disent... Alors, c'est vraiment là, je reprends Wikipédia. Les développeurs souhaitent éviter d'imposer des quêtes aux joueurs. L'un des objectifs de conception est de permettre de refuser n'importe quelle quête et d'éviter que des quêtes soient ajoutées automatiquement. Donc, c'est vraiment toi qui choisis si tu as envie de suivre le truc ou pas, etc. Tu peux très bien passer à côté de trucs, etc. Il n'y a pas de... Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand même, en faisant des... Alors, c'est des quêtes, en tout cas, en faisant des choses, tu vas faire avancer une sorte d'histoire de l'endroit où tu te trouves. Et en gros, quand tu vas arriver à avoir complété un certain nombre de trucs, il va se passer des choses, en fait. Donc, ça permet de faire évoluer quand même l'endroit où tu te trouves, même si tu ne remplis pas des quêtes... exactement. Faut y jouer pour comprendre un peu comment ça se passe. Mais voilà, le principe, il est là. Ils disent aussi, les développeurs trouvent également que des jeux comme Elder Scrolls Skyrim, d'accord, plus amusants en ignorant la quête principale, ce qui leur a incité à ne pas en implémenter une. C'est-à-dire que tu es plutôt effectivement dans le truc que ce que tu pouvais faire dans Skyrim, c'est-à-dire te balader, rencontrer des NPC qui te disent tiens, il y a un truc là-bas, et puis aller faire le truc, etc. Et pas forcément suivre vraiment une quête principale qui t'amènerait à être le roi bidule ou tuer le dragon machin. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Même si, par la force des choses, tu fais des choix, notamment dans le premier comté où tu te trouves, il y a des réfugiés. Et comment est-ce que tu vas plutôt privilégier les réfugiés, les gardes, les paysans, etc. Vers qui tu vas aller, vers qui tu vas arbitrer en fait les différents choix, et ça va jouer sur l'équilibre politique de la région, quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc il continue en disant « Au lieu de progresser dans une histoire épique, ils veulent que les joueurs se concentrent sur leur survie dans un monde difficile tout en leur donnant autant de liberté que possible. » Mais t'as beaucoup de craft ? T'as pas mal de craft, oui. Okay. Ouais, t'as pas mal de craft. Et c'est genre hyper indispensable, parce que moi c'est un peu le truc, t'as vu quand on joue ensemble à des jeux comme ça, moi en général je préfère farmer
et filer le matos à mes potes pour qu'ils craftent pendant que moi je farm parce que... Non, alors non, on n'est pas du tout dans du farm et du craft. En fait, tu récupères du matériel tout en jouant. Ok, d'accord. Et ce matériel te permet de crafter des trucs quand tu trouves une forge ou à tel endroit. Puis au bout d'un moment, tu as un camp dans lequel tu peux avoir une marmite pour te faire à bouffer, tu peux avoir une table de travail pour bidouiller des trucs, etc. Alors, attention quand même, c'est que là, moi, je me suis retrouvé à un moment où j'ai envie de pouvoir crafter certains trucs et je me suis rendu compte qu'il me manquait de la pierre, du fer et du bois et du tissu. Et il faut que j'arrive à retrouver, je ne sais pas trop comment. Donc là, je pense que je vais rentrer dans un petit côté farming pour aller récupérer ce qu'il me faut. Mais comme tu as des métiers, donc tu peux avoir le bûcheron, tu peux avoir le mineur, tu peux avoir etc. Ça se trouve, tu peux quand même compléter. Mais chacun peut avoir un seul métier, donc ce qui fait que tu commences à avoir une compagnie à la fin qui commence à devenir vraiment importante avec beaucoup de joueurs. Et donc tu as un groupe avec combien de joueurs comme ça Alors là, pour l'instant, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il doit y avoir 7 ou 8 personnages, plus 3 loups, plus 4 poneys. Et ça peut se faire multijoueur ? Alors oui, ça peut se faire multijoueur. D'ailleurs, on a fait une partie non streamée avec Julien. C'était très drôle. Surtout qu'on a choisi justement des soldats qui avaient déserté. Et qui détestaient leur capitaine. Et donc, évidemment, quand on a vu des soldats avec un capitaine, on n'a pas pu s'empêcher d'aller dedans. Donc, on est recherché maintenant. Je vous raconte... Ah bah si, je vais pas spoiler, mais donc on est recherché. Seul problème, c'est qu'après, il y a de nouveau des soldats qui nous sont tombés dessus et on n'était pas du tout prêts à se prendre à combattre. Donc, en gros, mon personnage a été capturé. Et maintenant, il faut trouver l'argent pour aller acheter sa liberté à la prison. Ah ouais, excellent. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des mécaniques que tu soupçonnes pas au départ. Tu vois, rien que le fait que, tu t'es fait prisonnier et après, tu dois trouver l'argent pour libérer tes propres hommes, etc. C'est une mécanique que tu découvres qu'on te donne pas au départ. En fait, on ne te dit pas, tiens, si vous faites ça, il va se passer ça. Tu le découvres au fur et à mesure, quoi. Et c'est pour ça, je trouve que c'est assez chouette. Ok. Franchement, non, c'est un jeu beaucoup plus profond qu'il n'y paraît de prime abord. Cool. Et c'est un moteur à histoire. Voilà. Bon, dès que je finis. Et alors là, surtout, c'est que moi, je viens de changer de région et je suis tombé sur des inquisiteurs de l'œil. Et là, je me suis dit, mais non. C'est nous le vrai œil. Bah oui, c'est ça. Bah ouais, attends, l'œil carnivore et tout, c'est pas possible. Donc, je vais rentrer dedans. C'est bien, je sais pas ce que ça va donner. Parce que ils ont l'air bien installés, mais le combat a été waouh. Quand on interviewera les développeurs, faudra leur parler de ça. Voilà, exactement. Exactement. En tout cas, ouais, c'était sympa. Mais pour revenir à Baldur's Gate, moi, il y a un truc qui m'a, enfin, sauf si tu. Oui, non, c'est bon. Il y avait un truc moi qui m'avait vraiment surpris, c'est que d'habitude quand tu as des quêtes liées aux followers, en général ça peut ne pas être limitant. Et peut ne pas être limitant. Oui, c'est-dire que ah oui, c'est une histoire à côté qui n'a pas franchement d'influence sur le reste. C'est ça que tu veux dire. Et en fait, là, t'as des quêtes, en fait. Tu peux te lier, ça c'est comme dans beaucoup de jeux du style Dragon Age ou The Witcher, où tu peux avoir des relations amoureuses avec tes followers et tout ça. Mais là, tu as des histoires, des quêtes à faire pour tes followers. Et si tu les fais pas, si tu t'engages à la faire et que tu la fais pas, le follower peut quitter le groupe, quoi. Oui, mais ça, j'ai déjà vu. Il peut. Mais je sais pas, moi j'ai trouvé ça, en tout cas, la manière dont c'était fait, c'était très dramatique. C'était bien, en tout cas, c'était bien raconté. C'est bien raconté, bien fait. Oui, c'est au-delà de la petite histoire à côté. Et au fait, on passe dans mon village et j'aimerais bien que tu récupères le livre de mon papy, quoi. Et là, je sais pas, une des la Githyanki Lae'zel, la celle que tu vois avec son armure là, il y a une quête à faire pour elle.
Et en fait, j'ai trop de quêtes, donc je zappe et je me dis, bon, c'est pas grave, j'y reviendrai plus tard et t'inquiète, Frangine, on s'occupera de toi plus tard, quoi, tu vois. Quand je serai bien stuffé, je te pète bien. Et puis, en fait, j'arrive à la fin du chapitre, et tu sais, le moment où tu arrives à la fin du chapitre, et t'as un message qui apparaît qui dit, voilà, vous allez arriver dans une zone où vous pourrez plus faire vos quêtes, machin. J'accepte et j'oublie qu'en fait, j'ai encore la quête de l'autre à faire. Et au moment où je veux accepter, en fait, t'as une cinématique. Elle arrive, elle te fait tu m'avais promis qu'on allait faire ma quête là, et donc on en est où là? Toi t'es là, ouais, mais en fait, alors comment te dire, alors, et là dans les choix de dialogue, t'as c'est bon, ferme un peu ta gueule, rien à foutre de ta quête à 2 francs. Enfin bon, je paraphrase évidemment, c'est pas ça qui est dit, mais c'est un peu ça. Ou alors tu peux être honnête et dire bon écoute voilà en fait là on est devant la tour du boss, on va pas se taper encore traverser tout le monde machin pour revoir tes trucs. Et là, désolé, Fifi, on n'a plus le temps, il faut qu'on y aille. Ou alors, tu lui dis, oui, c'est vrai, écoute, désolé. Et tu te retapes toute la map pour aller faire sa quête. Et en fonction de tes décisions, ça va changer et comment ton tu lui rapport. parles, c'est ça. Ou alors aussi, il y a un personnage que moi j'ai adoré, Astarion. Je vais pas spoiler, mais c'est un personnage, dès le début, tu comprends très vite que c'est un roublard qui parle un peu avec un accent british. D'ailleurs, le doubleur a reçu un prix pour ça. Il a une race un peu spéciale et c'est très, 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 très stéréotypé, quoi. Et donc, on comprend très vite un peu le fil de son histoire. Et ça suit ça, donc sans surprise. Et puis arrive le moment où, en fait, on te reprend complètement un revers sur ce qu'on t'a posé à la base. Et tu fais attends quoi, mais c'est pas ça que m'avait promis en fait, enfin, c'est pas ça que je pensais avoir, et on réussit à te surprendre de manière très intelligente, quoi. Voilà, chouette alors, donc ouais. tu... Il y a aussi un truc qui est sympa, moi j'ai peur t'as raison. T'as aussi un truc qui est sympa, c'est que dans beaucoup, et c'est un truc qu'on trouve sur le jeu de rôle sur table aussi. Alors, c'est pas une réflexion qui vient de moi, c'est une réflexion qui vient du joueur du grenier qui a fait un petit truc là-dessus. C'est que quand le maître de jeu narre un dialogue, en fait, il y a des joueurs qui se permettent de manquer de respect au PNJ en se disant de toute façon, le maître de jeu il va rien faire parce que bon, de toute façon, on joue une fois par semaine, le groupe il tient bien. Si tu mon personnage, on doit recommencer un nouveau groupe et il va falloir se réorganiser, c'est un peu chiant. Donc en fait, je peux me permettre d'être un peu borderline, machin. Et bon, moi je suis pas le genre de maître de jeu qui accepte ça, toi non plus, je pense pas. Mais ça dépend. Oui, voilà. Non, ça dépend ce que tu joues, comment. Moi, je suis plutôt du style à faire en sorte que ça amène du jeu, quoi. Si tu manques de respect à mon PNJ, ok, mais ça va amener quelque chose. Oui, ça va amener, oui, bien sûr. Et alors, là aussi, sauf que quand tu exagères trop, en fait, ton groupe meurt. Donc, tu as des dialogues qui sont vraiment crapuleuses, genre vraiment, tu manques de respect, mais de manière complètement dingue. Ton groupe meurt et tu dois aller à la sauvegarde d'avant, quoi. Ok. Donc ouais, tu dois être respectueux du travail qu'on fait. Pourquoi pas. Il faut voir. D'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup surtout, c'est que les choix que tu fais mènent à des embranchements que d'autres ne pourraient absolument pas voir. On est vraiment sur des choses. Le nombre de. Très différentes. Enfin, l'arborescence du truc est complètement dingue. Ouais. Donc voilà. Et chaque classe a vraiment ses propres dialogues débloqués. Mais alors, moi, je me pose la question, parce que j'ai eu cette discussion avec un ami qui a joué à Baldur's Gate 3, et alors moi, j'y ai pas joué, mais on avait tous les joué à Cyberpunk. Cyberpunk qui a beaucoup moins de choix d'embranchement, même s'il y a plusieurs fins, etc., mais on n'est pas du tout dans le même type de truc. Et pourtant, lui a joué un corpo et moi j'avais joué une nomade, et lui a toujours été en résistance avec le personnage de Johnny qui est alors si vous n'avez pas joué à Cyberpunk, c'est le partner, quoi, on va dire, du scénario, et moi j'étais toujours en adéquation avec lui. Et en fait, on n'a pas du tout joué le même jeu, pas du tout avec la même ambiance, pas du tout avec le... Même si, quelque part, on est passé par les mêmes choses. Évidemment, la fin qu'on a choisie n'était pas la même, puisque moi, j'ai choisi de laisser mon corps à Johnny, lui
a décidé de la jouer corpo, etc. Donc ça a donné des histoires, mais au niveau du ressenti, t'as eu une autre histoire, on a vraiment vécu des choses très très différentes. En fait, on a vécu les mêmes choses, mais avec un axe très très différent qui a fait que quelque part, on n'avait pas vécu le même jeu. Quelque part, tu vois, alors qu'en fait, c'est qu'une histoire de manière dont tu réponds et de manière dont tu vois en fait le personnage et les personnages. Est-ce que des fois, en fait, il suffit pas, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à faire, je pense, à mon avis. Il y a très peu de jeux qui ont réussi ce genre de tour de passe-passe. Mais tu vois, le côté aussi où finalement, par les enjeux que tu mets sur le personnage, tu peux réussir à créer quelque part différents embranchements. Parce que finalement, c'est ce que tu ressens toi qui est important. Oui, bien sûr. Il y a plein de jeux, il y a eu d'autres jeux comme ça avec des multiples embranchements qui, au final, te perdais un petit peu. Ouais, et puis parfois, tu as des faux embranchements. Tu vois, genre, on te propose plein de choix, tu te fais « Ah, c'est génial, il y a plein de choix », mais en fin de compte, c'est des choix qui ramènent au résultat d'autres choix. Et c'est une illusion de choix, quoi, en gros. Alors ça, c'est super intéressant. Je vous conseille... Alors, je sais pas si tu connais Fibre Tigre. Fibre Tigre, oui. Ouais, qui est vraiment très bien. Et pendant le Covid, il a fait toute une série de podcasts sur le narrative design et justement sur les histoires en branchement, etc. La narration procédurale, je sais pas comment est-ce qu'il appelle ça. Non, narrative design. Ah, ok, c'est ça. Non, justement, et où, en fait, ces histoires de choix, c'est vachement intéressant de réfléchir autour et sur le fait que c'est pas tellement une histoire d'avoir des multiples embranchements, mais c'est la manière dont en fait, sont vécus ces embranchements. C'est ça qui est vraiment important. Et notamment, il partait du principe que si tu as un one-true, ça veut dire qu'en gros, tu ne peux faire qu'un bon choix les uns derrière les autres pour arriver à la solution. Ça te donne pas du tout la même impression. Et que si tu sors de là, tu meurs. Ça te donne pas la même impression que bah oui, je peux aller par là, etc. Et la tension n'est pas la même. Et donc, tu peux créer un rythme dans ta narration en fonction de si tu es dans un one-true ou justement dans un truc où tu as un multiple choix, etc. Et là où les histoires peuvent être bien racontées, c'est justement quand tu alternes suivant tes différents moments et l'attention que tu veux mettre à tel ou tel moment. Bah, c'est génial. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment Fibre Tigre, vous cherchez sur le net, et puis Narrative Design, podcast, je crois que ça s'appelait Compétences, un truc en genre là, mais... je sais plus. Voilà, c'est vraiment... Moi, je me suis écouté ça en voiture... Et c'était passionnant. Ça m'a donné envie d'écrire. Il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je le fasse. Ok. Et on termine avec la petite surprise. Allez. Alors, je vais te diffuser Alors, je vais bouger parce que ça m'énerve cette histoire d'écran. Hop. Voilà. Ah. Il y a une des souris. En fait, il y a une souris qui réactive bien l'écran, mais l'autre pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais vous mettre la bande-annonce. Alors, c'est la bande-annonce en VF. Je suis désolé. Mais voilà, on va faire ça. Tac. Vous êtes prêts ? Allez, je suis prêt en tout cas. Ah, il y a un truc qui joue toujours. Alors, c'est lequel qui joue toujours ? Ouais, là. Hop, ok, on est bon. Là. Non, il y a encore un autre truc. Attends. Hop. Qu'est-ce qui joue ? Là, voilà. Ok, on est bon. Alors, c'est un film qui s'appelle ISS. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. Allez, on y va. J'ouvre le son et c'est parti. De la part de tous les membres du centre de contrôle, bienvenue dans l'espace. Les Russes frappent toujours 3 fois. Je pense que ce n'est qu'une superstition. J'ai vu des photos, mais en vrai, c'est... On ne doit pas parler politique. Ici, on ne fait qu'un. Ah.
les amis? Ouais. Une minute. Qu'est-ce qui se passe en bas? Il faut quitter la coupole tout de suite. Allons-nous-en. Allez, de l'œil. Oh mon Dieu! Ambiance. Houston, recevez. Une guerre a éclaté sur Terre. Et ils nous ont dit de prendre le contrôle de la SSI. Par tous les moyens nécessaires. Ah ouais, ok. Si on reçoit l'ordre de notre gouvernement de prendre le contrôle, À ton avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? les Russes ont reçu les mêmes ordres que nous. Et ils ont frappé les premiers. Frappé les premiers? Référence à Alien. Mon Dieu. Ouais. On est au-dessus de ces choses-là. On est évolué, nous. Voilà. Ok. Alors, est-ce que gros nanar ou pas, c'est la question. Mais j'ai trouvé que l'idée de base pouvait être rigolote. Bah ouais, mais c'est une idée, je pense, qui est dans les esprits depuis longtemps, parce que, enfin, surtout avec ce qui se passe maintenant dans le monde, où, ok, c'est bien beau, mais en fait, d'avoir une station comme ça internationale dans l'espace, mais le jour où ça pète. Enfin, ça peut être au niveau pas qu'il y ait une guerre comme dans le film, mais comme ce qui se passe maintenant dans le monde, comment ça se passe, l'ambiance dans la station en fait. Au final, je crois que les Américains font toujours appel aux Russes pour envoyer des trucs à l'USS. Donc mais là, j'ai cru comprendre que les Russes avaient rappelé des astronautes de l'USS. Enfin, je sais pas trop. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce que et alors, la question aussi, c'est s'il y a un meurtre. Dans la station. Qui est l'inspecteur comment ça se passe en fait? Non, c'est clair. Mais il y a moyen de faire des trucs rigolos. Après, le côté huis clos où justement chacun doit dans un univers où en fait ils sont hyper fragiles parce que le moindre truc c'est la merde. Prendre le contact de la station, ça paraît absurde et voilà complètement. Ouais, puis ça va se terminer comment en fait, puisque du coup. Oui, de toute façon, si tu vois à quoi ressemble la Terre en dessous, ouais, c'est ça, franchement, à leur place, je dirais qu'ils se débrouillent quoi. Nous, on va attendre. En même temps, franchement, alors je sais. D'ailleurs, c'est une question. Je sais pas si vous pouvez nous dire, mais en cas de vrai problème, est-ce qu'ils ont un moyen de descendre Est-ce qu'il y a une capsule, un truc dans ce genre-là pour pouvoir quitter la station et atterrir si personne peut aller les chercher? Ouais, oui, c'est ça. Parce que là globalement, au bout de... Alors, je sais pas le temps de vivre qu'ils ont, mais il y a un moment où il va y avoir un problème technique. Ouais. Je veux pas dire, mais à leur place, je mettrais leurs énergies ensemble pour réussir à s'en sortir plutôt que l'inverse. Mais bon, voilà, ça reste un film, c'est machin. Je pense que ça peut être un bon film pour le bif. On sait jamais, dingue. Il y a des chances qu'il y soit. Est-ce que ça sera un gros nanar ou est-ce que ça vaudra quelque chose? Bon, le début est quand même bien nanardesque, on est d'accord, mais voilà, on ne sait jamais. Voilà. Mais voilà, je voulais voir ta réaction sur la... Ah ouais, non, ça c'est à voir. C'est clair. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Ça y est, j'ai encore perdu l'autre écran. Il faut que je règle ce problème. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Hop, voilà, comme ça je pourrais switcher. N'hésitez pas, alors si vous nous regardez sur YouTube ou en podcast, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes chaînes, la chaîne Twitch, la chaîne YouTube, le Facebook. Ouais. Donc voilà, si ça vous a plu, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Maintenant sur Twitch et sur... Facebook, on peut gagner de l'argent. Donc ça vaut le coup. Vous pouvez regarder en boucle les vidéos sur sur Facebook. Et normalement, on touche de l'argent maintenant. Alors, j'ai toujours rien reçu. Sur Facebook aussi. Alors oui, j'ai rempli les données bancaires, mais je sais pas. À mon avis, c'est pareil, ça va pas être grand-chose. Twitch, il y a un peu plus de chance puisque c'est quand même du type. Donc si... Bon alors attention, il faudrait...
Je crois que 100 personnes, ça fait 170 €. Bah, dis, c'est pas mal. Ouais, mais 100 personnes, faut les arracher. Hein. Ouais. 100 personnes qui payent en abonnement pour toi, faut les faire quand même. Hein. Ouais. Ça va pas très très loin quand même. C'est un peu compliqué. Mais si ça arrive, effectivement, ça permettrait de payer un peu le matos, ce qui serait pas mal. Peut-être du défraiement, je sais pas. Et comme ça, on pourrait aller, je sais pas moi, voir le festival du jeu de société en Allemagne. Aller à Cannes, allez. ou je ne sais quoi, bah voilà. Mais en tout cas, peut-être payer un peu de matos, histoire d'améliorer les émissions. Voilà, de toute façon, ça c'est le principe de base. On verra par la suite. Et puis voilà. Cool. Je sais plus quoi dire parce que là je suis fatigué. Donc pouce, likez, abonnez-vous si vous voulez pas louper des émissions. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. D'office, au moins le bif. Oui. Et puis peut-être un petit peu Anima et peut-être d'autres choses. Voilà. Parfait. Allez, ciao. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Bye bye.